Bonjour les astronomes. Alors, nous sommes à notre télétravail astronomique numéro 11 déjà. C'est ma 11e proposition. Par contre, ici, ce que je voudrais faire, c'est vous expliquer, tenter de vous expliquer ce qui est arrivé à la comète Atlas. Vous vous rappelez, dans une autre vidéo, je vous avais dit que la comète Atlas Y4 de C 2019, donc découverte fin 2019, était une comète très prometteuse. Et bien là, on va voir qu'il lui est arrivé des gros malheurs, mais des malheurs très intéressants scientifiquement. Donc, cette observation est basée évidemment essentiellement sur des observations réalisées par des astronomes amateurs. Pourquoi? Parce que la majorité des observatoires professionnels, à cause du confinement, sont actuellement à l'arrêt. Et donc, les observateurs amateurs donnent énormément d'informations. On a la possibilité, si on a un balcon, un jardin, une terrasse, de pouvoir observer ce genre de phénomène, et c'est assez intéressant. Vous voyez ici que la comète Atlas Y4, celle qui devait être la plus brillante pour le moment, s'est désintégrée, et 3 autres comètes sont plus brillantes qu'elle. Donc, on est vraiment passé dans une comète très, très faible. Je dirais qu'on est dans les magnitudes 10 plus ou moins pour le moment. Donc, ça devient vraiment difficile à observer. Alors, il y a 3 approches très différentes qui peuvent être faites. Celle qui est faite par les photographes, qui réalisent des photos. Vous allez voir, j'en ai quelques-unes très belles à vous montrer. Et puis, il y a les dessinateurs, hein, vous le savez, ça c'est certain. Et puis, il y a les observateurs aussi. Le 1 n'empêche pas le 3, le 2 n'empêche pas le 3 non plus. En général, on est ou photographe ou dessinateur, mais par contre, que ce soit photographe ou dessinateur, on peut réaliser des observations, et je vais vous en parler de manière un petit peu plus profonde maintenant. Lorsqu'on observe une comète, je vous avouerai que depuis 2012, je crois que j'en ai observé 5 à l'œil nu, donc c'est possible. Quand je dis à l'œil nu, il faut savoir où elle est, il faut savoir quand l'observer, il faut avoir des bons yeux. Mais vous voyez ici à gauche, c'est une aquarelle que j'ai réalisée à l'époque. On peut le faire également avec des jumelles, des petits appareils photo tout simples ou des mini-caméras. On peut également être équipé de grosses jumelles, ce qu'on appelle des binoculaires, des télescopes binoculaires. En voilà un, voilà mon Vixen ici. Là, le diamètre est assez imposant, hein, le revoilà ici en dessous. Je vais souvent sur le terrain pour faire ça, donc pour le moment, c'est plutôt dans mon jardin. Et j'utilise beaucoup ce genre d'appareil pour les comètes. C'est vraiment ce qu'on appelle le télescope des chasseurs de comètes. On peut également utiliser des télescopes. Celui d'Olivier ici à l'OAB qui fait une focale de 2 mètres. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est la focale. Dans un premier temps, pour pouvoir voir des détails au niveau du noyau, mon télescope peut monter jusqu'à 3,70 m, entre 2,50 m et 3,70 m, et donc ça permet d'avoir des détails très fins. Donc ce genre de gros télescope nous permet d'observer des choses assez intéressantes au niveau du pseudo-noyau des comètes. Alors, que ce soit photographe ou dessinateur, on se retrouve dans une base de données. Je dirais que la plus sympathique, la plus intéressante pour moi est quand même celle de l'ALPO. Donc, on retrouve ici pour la comète Atlas toutes les photos qui ont été réalisées. Celles-là, on va en reparler bientôt. Les dessins dont on va reparler également. Ainsi que, et là, c'est un site japonais qui nous permet d'avoir une courbe avec toute une série de points. Et ces points sont définis justement par les observateurs dont on va parler. Alors, d'abord, les photographes. Le premier qui m'a envoyé ces photos, c'est Michel Lefebvre, qui habite au Canet des Morts, qui est donc confiné au Canet des Morts pour le moment. Voilà une photo qu'il a réalisée de la comète. Il s'agit du 6 avril, donc il n'y avait pas encore vraiment de dégâts. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le pseudo-noyau très, très brillant, trop brillant par rapport à ce qu'elle devait être. On voit ce qu'on appelle la coma, la chevelure de la comète, et puis on voit également un début de queue ici, assez marqué. Disons que la queue, pour moi, s'arrête à peu près là, quelque part. Alors, voilà une deuxième photo qu'il m'a envoyée. Vous voyez les informations techniques, hein, 45 pauses de 2 minutes, ça vous fait quand même à peu près 1h30 de pause. Hein. Il y a du boulot pour réaliser ça. Il s'agit d'une photo du 11 avril. On voit que le pseudo-noyau, alors pourquoi je parle de pseudo-noyau, pas de noyau? Le noyau de cette comète, probablement, doit avoir entre 300 et 400 mètres de diamètre. C'est minuscule. Il est impossible de le voir. Même brillant, il est impossible de le voir. Par contre, lorsqu'il approche du Soleil, il y a une sublimation. Donc, ça fond, si vous voulez, mais on ne dit pas fondre quand on passe directement de l'état solide à l'état gazeux, on dit sublimer. Il y a une sublimation donc de la boule de neige qui correspond à ce noyau, qui va donner une lumière très importante. Hein, d'accord? Cette lumière, en fait, elle est éclairée par le soleil, mais ce sont des petites particules de glace qui sont éjectées du noyau. Et donc, ce qu'on voit, c'est le pseudo-noyau, donc ce qui entoure cela. La coma également, c'est cette espèce de nuage qui est pulvérisé tout autour du pseudo-noyau.
J'ai retraité son image avec un logiciel assez simple, hein, d'imagerie. J'ai retraité et on voit ici un allongement de la comète avec une petite différence, vous le voyez au tout début ici, un petit peu comme s'il y avait un allongement du pseudo-noyau, probablement un problème au niveau donc, du noyau de la comète, qu'on ne verra jamais. Le 14 avril, 3 jours après, une petite heure de pause, il a réussi toujours avec son télescope de réaliser ici une photo où on voit que la première partie du pseudo-noyau est beaucoup plus brillante que ce qui suit. On a l'impression d'avoir une, deux, trois petits points brillants séparés. De nouveau, je réalise cette petite manipulation au niveau coloration de sa photo. Donc, c'est moi uniquement qui ai repris sa photo et j'ai transformé sa photo en lumière et en couleur pour pouvoir voir des détails au niveau du pseudo-noyau. On voit donc ici un bloc plus important. On voit ici un petit décalage, ici également 2 points. Donc, moi, je dirais qu'on voit 1, 2, 3, 4 et même un 5e point, comme s'il y avait eu 5 morceaux qui se sont détachés de cette comète. Alors, comment ça s'explique? Je reviens en arrière. Comment ça s'explique? En fait, il s'agit de NGF. NGF, c'est quoi? C'est Non-Gravitational Force. Donc, ce sont des forces non gravitationnelles, c'est-à-dire que la comète est attirée par le Soleil sur une orbite classique. Cette orbite va l'amener à s'approcher du Soleil, mais à un moment donné, ce n'est pas la gravité elle-même qui va faire ces dégâts au niveau du noyau, qui va désintégrer le noyau. Ce sont des forces qui ne sont pas gravitationnelles. Et ces forces non gravitationnelles, c'est par exemple une éruption solaire, le vent solaire. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec cette comète. C'est ça qui c'est extrêmement intéressant de l'observer et de l'étudier. Oui, je ne vous ai pas dit, mais les points que vous voyez là, ce sont des étoiles. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec la comète. Alors, les dessinateurs, bon, bah, vous allez voir que ça sera plus difficile à voir des détails. Mais en gros, un des derniers qui m'a envoyé ces images, qui ont été réalisées le 31/3, le 10 avril et le 14 avril, c'est Michel Bess. Ils étaient deux avec Ludovic à observer cette comète. Ils étaient deux, mais à distance. Ils l'ont fait par téléphone avec deux Dobson très importants. Oui, qu'il s'agit d'un 46 cm, ici quasiment à demi-mètre de diamètre, avec un bon oculaire. Il a pu donc zoomer jusqu'à 280 fois. Et là, on voit que le 31 mars, le noyau est bien sur lui-même. Et à partir du 10 avril, on voit qu'il y a un espèce d'allongement de ce noyau, de ce pseudo-noyau qui est vraiment très marqué ici. Donc c'est une superbe observation qu'il a réalisée. Je pense même que Michel, c'est son premier dessin au niveau d'une comète. Je ne suis pas sûr, il faudra lui demander. Oups. Alors, Christian, alors lui, il habite en Basse-Saxe, en Allemagne, donc c'est un des contacts que j'ai avec lequel on fait pas mal de travaux au niveau cométaire. Et ici, il a dessiné donc le 30 mars de nouveau, on remonte un peu en arrière, la comète avec une double queue, ce que j'avais observé également, et sa coma importante. Une deuxième coma. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait deux comas. Une première chevelure qui entoure le pseudo-noyau et une deuxième chevelure plus loin, ainsi que deux queues. On retrouve ici quelques jours après, quelques semaines après, je dirais même le 11 avril. Donc là, il utilise un Dobson de 53 cm. Donc, c'est encore plus gros que celui dont on a parlé tout à l'heure. Et en grossissant pas trop, 155 fois, on arrive à voir des détails dans la queue qui vont très très loin. Probablement, celle-ci, c'est une queue lion et ça sont des queues de poussière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des choses très intéressantes à observer également. Voici donc le même Christian, toujours en Basse-Saxe, donc qui a observé cette comète avec le pseudo-noyau qui est vraiment très important, qui est vraiment très allongé ici, mais très importante. La première coma ici, la deuxième coma ici. Donc là, il a utilisé un télescope d'un demi-mètre à 215 fois, ça donne quand même des détails assez intéressants. Le 13 avril, toujours avec son même télescope, voici à quoi ressemble le pseudo-noyau. On voit qu'il y a une espèce de zone un peu plus foncée entre les deux comas, aussi intéressante à observer. Il est toujours à 215 fois, donc vous voyez que ça commence à devenir très faible par rapport aux étoiles. Pour arriver à trouver la comète, ça devient compliqué. Venons à mes dessins, pourquoi pas. Hein. Donc ça, c'est le 11 mars. Donc je suis un des premiers à avoir dessiné cette comète tout au début. Ici, un noyau un petit peu plus brillant. Ça, c'est classique d'une comète, un peu décentré par rapport au centre de la coma. Quelques jours après, le 18 mars, on le voit aussi. Et on voit ici que le noyau n'est déjà plus tellement visible. Bon, j'utilise mon Mulon, 250 cm, ce n'est pas énorme. J'utilise AF15, ce qui fait 3,75 m de focale. Je peux montrer jusqu'à
Je peux monter jusqu'à 300 fois. J'utilise un filtre spécial pour ça. Avec ou sans le filtre, on peut voir des différences qu'on appelle le filtre Swan. Quand je parle de fausse, c'est field of sketch, hein, donc c'est le champ du dessin en fait. Donc ici, on a 22 minutes d'arc, ce qui nous permet de calculer la grandeur et la longueur de la queue, le diamètre de la coma. Voilà un peu plus tard, on est le 28 mars. Là, on voit qu'on est tout à fait hors noyau, on ne le voit plus. J'utilise ma paire de jumelles, ma grosse paire de jumelles, donc de 126 mm f5. Donc je grossis très peu, on est à 39 fois seulement. Le DC permet de connaître la qualité de la concentration en fait de la comète, du noyau de la comète. Si on avait un DC de 1, ça veut dire que la comète est quasiment comme un nuage. Et si un DC de 9, ça veut dire que la comète se ressemble vraiment à une étoile. Avec mon gros télescope ici à 2,50 m de focale, si je monte à 360 fois ou à 250 fois, vous voyez à gauche à 250 fois et à droite 360. Le voilà en inversé. Voilà à quoi ressemble le pseudo-noyau pour moi. On voit les deux queues ici, on les voit très bien, ainsi que les deux comas. Là, nous sommes le 3 avril. Voilà à quoi ça ressemble dans mon myolone. Donc à 62 fois, je grossis déjà sans doute un peu trop. On ne voit pas trop de détails. À peine un allongement ici au centre. On va un petit peu plus loin. Ici, nous sommes donc le 10 avril. Là, on voit qu'il y a eu un problème, quoi. On voit que le noyau n'est plus du tout là. Le centre est assez allongé. Pourtant, je suis qu'à 25 fois avec mon bino. D'accord? J'ai plus qu'un DC, le 2 avec la barre oblique veut dire 2,5 en fait. Je vais vous expliquer ça après. Le 10 avril, donc le même jour, je reviens en arrière, oui, c'est le même jour, le 10 avril, mais là avec mon télescope, voilà à quoi ressemble le centre de cette comète. Vous voyez, le nord est au-dessus. On retrouve ici toute une série d'étoiles repères que j'utilise pour faire le calcul de la magnitude. Ici, une magnitude de 10,2 parce que j'ai pris ces deux étoiles repères-là pour calculer la magnitude en défocalisant l'oculaire pour pouvoir voir, pour pouvoir réaliser plutôt une estimation de cette magnitude. Les observateurs maintenant, ben, c'est nous aussi quelque part. Très souvent, les observateurs qui font des dessins sont également des personnes qui font des estimations de magnitude. Alors, on retrouve, ici c'est toujours le site dont je parlais tout à l'heure, je pense au Japon, on retrouve toute une série de points. Ce sont les estimations réalisées par des amateurs ou des professionnels. Donc on voit que la magnitude de cette comète monte, on y arrive à 12. Quand j'ai fait mes premières observations, on était à peu près là, hein, début mars. Et puis ensuite, on a vu qu'il y avait un petit infléchissement. Normalement, ça, c'est la théorie qui le dit. Et pour arriver, à partir du moment où on est à ce niveau-là, la comète devient facilement visible à l'œil nu. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quelques jours après, ici, nous sommes à peu près quasiment aujourd'hui, là, un peu avant, disons vers le 10 avril, on voit qu'il y a eu un dégât au niveau du noyau qui fait que ça dégringole. Donc, on est beaucoup plus brillant que la courbe théorique ici. On monte beaucoup plus vite que cette courbe théorique, ce qui veut déjà dire qu'il y a un problème au niveau de la sublimation, au niveau du pseudo-noyau, au niveau du noyau. Et là, on voit qu'on va commencer à redescendre beaucoup plus vite que ce qu'on aurait cru pour observer la magnitude 0. Imaginez, la magnitude 0, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Alors voilà, un zoom sur cette même courbe ici, et on voit tous ces points. Alors tous ces points viennent d'où? Viennent de strings, de phrases, si vous voulez, mathématiques qu'on envoie sur des sites internet spécialisés. Donc vous voyez ici le nom de la comète. Hein, donc la comète Atlas, c'est la 2019, l'année de sa découverte, Y4, donc fin de l'année. Le Y signifie à peu près la lettre de toutes les quinzaines. Donc Y, on est presque à la fin de l'alphabet, donc on est au mois de décembre, fin décembre. Alors vous avez toute une série d'informations ici. Ça, c'est le moment où on a fait l'observation. 10,82, c'est-à-dire c'est 10,82 au niveau du jour, le type de télescope, et alors toute une série d'informations ici qu'on va retrouver. Le D2, vous vous rappelez, hein, donc ça c'est pour la condensation, la concentration de la lumière au niveau de la comète, toute une série d'informations jusqu'au nom de l'observateur. Tout ça va être mis dans une base de données via un système. COP, c'est une des plus connues pour ça. Et dans COP, donc c'est un système, je crois, qui est réalisé en Tchéquie, si mes souvenirs sont bons. Ils sont assez spécialisés là-dedans. Et donc, on retrouve ici, pour mes propres observations, les 3 dernières qui ont été faites le jour, donc le 10 avril 2020. Quand on met tout ça ensemble, je ne suis pas tout seul à le faire, rassurez-vous, voilà l'ensemble des observateurs. Et là, il va y avoir des observateurs visuels, il va y avoir des observateurs en CCD. Les deux sont compatibles, ce qui va nous permettre de créer une courbe. Et voilà la dernière courbe qui a été créée
par Van Buitenen. Donc, c'est un Hollandais qui met ça en ligne. Je vous en avais parlé la fois passée lors d'une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo parce qu'il a un site qui est assez extraordinaire, très interactif. Vous voyez deux types de points. Les points noirs sont ceux réalisés par les observateurs photographiques en CCD et les bleus, ce sont les visuels, les observateurs visuels. Donc moi, je suis avec ces points-ci plutôt un peu pessimiste, je dirais, par rapport à l'observation que j'ai faite. À 10,2, on est exactement la même, je dirais, plutôt pessimiste. La dernière observation que j'ai faite, elle était de 10, donc elle est un peu remontée pour moi là, mais bon, c'est quasiment la même chose. La précision ici est très faible. C'est compliqué de faire une observation d'une comète. Je pourrais en parler un autre jour, si vous voulez, sur une autre vidéo. Mais donc, on voit bien ici que la précision des observateurs visuels est tout à fait la même que la précision donnée par les observateurs en CCD. Ils ont autant de mal que nous à pouvoir définir de manière très précise la magnitude d'une comète. La toute dernière photo que j'ai reçue de l'observatoire Miracelas, qui se trouve en Suisse, en fait, montre que non seulement il y a eu une rupture au niveau du noyau, mais qu'il y a comme si c'était deux comètes qui sont en train de se séparer. On voit d'autres morceaux à l'arrière d'une de ces deux comètes, et ces deux morceaux sont en train de se séparer de manière très impressionnante. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout que donc les observateurs professionnels ne peuvent pas réaliser ce genre de photos, donc ils ne s'appuient plus que sur nous, les amateurs, pour pouvoir réaliser ce genre d'études. Et donc c'est pour ça qu'on est assez assidu au niveau de cette comète-là. Vous le savez, l'observation des comètes est toujours passionnant, celle-ci particulièrement, même si c'est triste pour le grand public de ne pas pouvoir voir une belle comète, la comète géante de 2020. Ici, on apprend énormément de choses et c'est ça qui est intéressant. Merci pour votre attention.